Bonjour, bienvenue pour cette 246e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous présente toute la VF, tous les comics en version française, disponibles dans toutes les librairies, en bas de chez vous, dans les Cultura, sur Amazon, sur originalcomics.fr par exemple. Partout en France. Alors aujourd'hui, gros dossier Urban. On commence très fort avec la sortie très attendue du second tome de Planetary, cette série absolument culte de 27 épisodes plus des crossovers. On va y revenir, de Warren Ellis. Évidemment c'est complètement génial. C'est un truc que j'ai, j'ai les 27 épisodes à l'unité en anglais, j'ai l'édition absolue en 2 volumes et maintenant j'ai la version française. J'avais pas de version française, donc c'est la suite et fin. C'est jusqu'à l'épisode 27 et c'est dessiné par John Cassaday qui était à l'époque au meilleur de sa forme, pendant qu'il dessinait la fin de Planetary. Il dessinait également Astonishing X-Men, souvenez-vous, scénarisé par Joss Whedon, et il faisait aussi pour le marché français la bande dessinée Je suis Légion, qui est à lire d'ailleurs, qui est plutôt excellente. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Alors Planetary c'est quoi? Planetary ça suit l'aventure d'un trio on va dire d'archéologues de l'impossible, en tout cas du fantastique. C'est une série qui mêle science-fiction, fantastique, super-héroïsme, et en fait c'est une espèce de synthèse de tout ce que la culture populaire peut compter, si vous voulez, d'icônes et de mythes, puisque Warren Ellis les prend, les recycle et puis essaye d'en apporter, si vous voulez, des solutions, et en tout cas une mise en lumière complètement différente. On suit donc les aventures de Jaquita, du drummer, et donc dans des aventures un petit peu folles. Elles sont à la fois donc l'organisation s'appelle Planetary, elle est financée par quelqu'un qui est pour le moment inconnu, et donc on va faire un saut, si vous voulez, dans tout ce que l'univers peut compter des découvertes scientifiques, d'héroïsme. Je vous avais dit pour le premier tome, c'est à la fois la rencontre entre Doc Savage et Godzilla. Voilà, ils vont enquêter sur tous ces mythes, et puis ils vont aussi suivre leur propre histoire, leur propre destinée. On va pouvoir suivre, si vous voulez, les aventures de ces personnages, notamment Elijah Snow, ce personnage que vous venez de voir à l'écran, qui a lui traversé les siècles comme Jenny Spark dans Authority, traversé le 20e siècle, et donc qui a été témoin de tous les événements majeurs du siècle. Donc c'est un mélange vraiment d'histoire, de science. C'est absolument brillantissime. C'est pour moi le chef-d'œuvre de Warren Ellis. C'est tout ce que j'aime chez Warren Ellis. C'est riche, c'est vraiment incroyable, et voilà, c'est disponible en 2 tomes. Alors sachez que dans le premier tome on avait droit à des crossovers, notamment celui avec Authority et celui avec Batman, dessiné par John Cassaday, qui était absolument magnifique. À la fin de celui-là, outre une énorme page de bonus, on a le crossover qu'il y avait eu avec la JLA à l'époque. C'est dessiné par Jerry Ordway, dans un dessin plutôt sympa d'ailleurs, je dois l'avouer, plutôt old school, toujours scénarisé par Warren Ellis. Warren Ellis a scénarisé l'ensemble des épisodes liés à Planetary. Voilà, donc c'est vraiment un des chefs-d'œuvre de la seconde époque de Wildstorm aux États-Unis. Wildstorm, c'était le studio créé par Jim Lee, vous le savez. Donc Warren Ellis avait révolutionné ce studio et les comics dans les années 90 avec Planetary et Authority, qui est d'abord Stormwatch, qui est devenu Authority. Si vous n'avez pas encore lu les Stormwatch, il faut sauter dessus parce que c'est absolument fabuleux et génial. Voilà, je ne peux que vous conseiller de lire ça, parce que c'est vraiment un comics qui fait date. C'est à comparer avec des trucs comme Watchmen par exemple. Souvent on cite Watchmen comme des comics qui ont redéfini le médium et qui sont cultes pour l'éternité. Je pense que Planetary est arrangé tout simplement à côté, tellement c'est absolument génial, c'est bien dessiné, c'est merveilleux. C'est riche, ça se lit, c'est intelligent, c'est vraiment de toute beauté. Et donc du coup je saute sur l'occasion pour vous parler d'une sortie à 10 € chez Urban. Donc c'est plus petit, c'est la nouvelle série chez Image Comics de Warren Ellis qui s'appelle Injection, qui est dessinée par Declan Shalvey. Declan Shalvey, vous le savez, vous le connaissez maintenant, ce dessinateur. Il a travaillé avec Warren Ellis sur Moon Knight, et il a également il travaille depuis quelques temps sur All Star Batman. Donc c'est vraiment un dessinateur qui compte. C'est un dessinateur qui a un style très
très très pur et très très beau. C'est vraiment très très agréable à lire et à suivre, puisque du coup voilà, on est dans cette veine de comics un petit peu indé, hein, on est sur le label Urban Indies, et dans cette aventure, donc l'histoire commence dans un hôpital psychiatrique. On a un docteur qui s'appelle voilà, Maria Kilbride, et qui a été interné pour la 2e fois. Et en fait on va découvrir dans les pages qui suivent son histoire. Alors c'est un peu bizarre au début parce qu'il n'y a pas marqué avant, enfin voilà, au début on ne sait pas si on est dans le présent, pas dans le présent, on ne sait pas à quelle époque on est. Et on se rend compte que ce docteur Kilbride, Maria Kilbride, qui a été internée, et donc est un docteur, et qu'elle avait été choisie pour former, si vous voulez, un groupe de scientifiques destinés, si vous voulez, à prédire un petit peu les prochaines grandes avancées technologiques, médicinales, scientifiques. Voilà, c'est une espèce de Manhattan Project, si vous voulez, de la science, mais de nos jours, hein, pas dans les années 30. Et donc voilà, il y a tout le génie de Warren Ellis, tout s'imbrique. Au début quand on lit on comprend pas tout, il faut vraiment s'accrocher, et puis vient le plaisir, parce que on découvre que Warren Ellis il écrit pas des mots sur les feuilles juste pour les écrire, il a un but, et le but c'est nous emmener là où il a envie, et c'est toujours bien écrit et c'est toujours formidable. Donc c'est voilà, ça coûte 10 balles, ça se tente. Injection, je vous montre hop, la couverture, il y a un petit bandeau, voilà, 10 €, 10 balles où je remballe. Et Jordi Belair aux couleurs, bien entendu. C'est vraiment voilà, c'est un prolongement de la lecture de Planetary. Si vous avez lu et aimé Planetary, vous pourrez bien entendu sauter sur Injection. Alors toujours chez Urban, en avant-première parce que c'est pas encore sorti, toujours à 10 €. Je vous présente Batman et les Tortues Ninja. Voici la couverture si vous ne l'avez pas découvert. Donc c'est la première série, hein. Sachez qu'il y a 2 séries Batman et les Tortues Ninja. Il y en a une première avec un style très comics et la deuxième avec un style beaucoup plus cartoon. C'est dans le format Urban Kids, donc petit format, le même format si vous voulez que Batman, la série animée, hein, les tomes à 10 €, toujours à 10 €, hop. Donc là, on est clairement sur du souple, hein. Petit format, un peu arrondi. Je vous montre par exemple par rapport à Injection, hop, la taille Injection, c'est plutôt un grand format. Je vous montre par rapport à Wonder Woman, dont on va parler juste après. Voilà, c'est plus petit, et puis c'est en couverture souple tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série? Elle est scénarisée par un monsieur qui travaille beaucoup sur Batman, notamment maintenant sur Detective Comics, qui s'appelle James Tynion IV. Qui a beaucoup travaillé avec Scott Snyder sur Batman époque New 52, et c'est dessiné par quelqu'un qui s'appelle Freddie Williams III, qui a un style, voilà, ça c'est la couverture originale du numéro 1, qui nous montre bien tout à fait les personnages. Je vous montre un petit peu des pages. Regardez par exemple Batman contre Shredder, ça c'est un moment culte qu'il ne faudra pas rater, surtout à 10 €. Je pense que vous ne vous y tromperez pas, il y a quand même des pages assez iconiques. C'est un petit prix, donc je pense que vous allez pouvoir vous faire tous plaisir là-dessus, et que vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc en fait c'est un crossover assez classique, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas pour ça que c'est pas du plaisir. C'est très classique dans le sens où nous sommes sur une rencontre, ou un voyage entre dimensions si vous voulez. C'est-à-dire que l'univers de Batman et l'univers des Tortues Ninja sont deux univers complètement séparés. D'abord parce que c'est deux séries de personnages différents, dans des dessins animés différents ou des comics différents, et que du coup là ils les font se rencontrer, parce qu'on est chez 2 éditeurs différents à la base, DC Comics d'un côté, IDW de l'autre. Ils les font se rencontrer, donc il y a forcément une espèce de voyage temporel, un voyage interdimensionnel pour arriver les uns chez les autres. Et en fait, Batman va devoir affronter un groupe très bizarre de ninjas qui vont débarquer. Et en fait, c'est des ninjas, mais les Tortues Ninja étaient à leur poursuite. Donc finalement, ils vont finir par se rencontrer et, comme dans tous les crossovers, s'unir pour affronter une menace commune. Donc finalement, le scénario est très classique, mais ça n'empêche pas que on y prend un plaisir fou. D'abord, le plaisir de retrouver les personnages qu'on aime, les Tortues Ninja, Splinter, Shredder, etc. Robin, voilà, des personnages que vous connaissez, Batman bien entendu, et puis ensuite, parce que c'est plutôt bien produit, les dessins sont assez soignés. Ce qui est bien, on est entre le mainstream Batman et le côté un petit peu poisseux des Tortues Ninja, vous savez, un peu Kevin Eastman. Donc mes grands publics, je crois que vous connaissez ce personnage, il va vous plaire.
Ça, il y a du plaisir, c'est surtout du plaisir parce que c'est une belle rencontre et c'est surtout que ça coûte 10 balles, donc je pense que c'est vraiment l'occasion vraiment de se faire un énorme plaisir. Voilà, Batman et les Tortues Ninja, 10 €, disponible très vite. Il devait sortir en janvier, il sort en février et moi je vous le montre en avant-première. Toujours les Urban a eu un budget macaron pour 2017 absolument incroyable et dans leur budget macaron, ils ont décidé de nous parler du dernier tome de Wonder Woman. Donc là c'est pas un tome à 10 €, c'est un tome à prix normal. C'est le 3e tome de Wonder Woman par David Finch et Meredith Finch. Ça s'appelle Résurrection, donc là cette série s'appelle Wonder Woman, la déesse de la guerre. Ils ont refait une numérotation en français pour différencier de la série de Brian Azzarello et Cliff Chiang qui avait absolument cartonné et qu'il faut lire avant d'aller voir le film qui sort très bientôt. Cette série donc conclut le run de Meredith Finch et David Finch qui a été très critiqué aux États-Unis et en France parce que Meredith Finch, il y a eu un peu de népotisme en disant ma femme est scénariste, mettez-la au scénario. Ensuite parce que les scénarios ne tenaient pas forcément la distance face à un Brian Azzarello, mais ça c'est forcément, quand on se compare à Brian Azzarello, forcément c'est moins bien. Mais et puis parce que voilà, c'était une fin de règne. On était sur la fin des New 52, donc les ventes n'étaient plus au rendez-vous malgré la présence de David Finch. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je peux vous dire que même si les gens ont critiqué beaucoup ce run de Wonder Woman, donc qui à lire en 3 tomes, moi je peux vous dire que j'ai pris un vrai grand plaisir à le lire. Dans le sens où je trouve que c'est une approche vraiment grand public et assez mainstream de l'héroïne, dans le sens où on se rapproche peut-être de l'image qu'on en a autour du film qui va sortir là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pardon. Voilà, on est sur une Wonder Woman grand public destiné à un large public et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est-à-dire que le dessin de David Finch évidemment il peut séduire un plus grand nombre de lecteurs que le dessin de Cliff Chiang et que les scénarios sont certes moins barrés que ceux d'Azzarello mais ça reste grand public donc intelligible donc sympathique. Voilà, donc moi je défends corps et âme cette série de Meredith Finch et David Finch puisqu'ils ont fait un énorme travail. Sachez que ils ne sont pas seuls puisque David Finch sur la fin s'est fait aider. Alors dans le premier tome il y avait du Ian Churchill, dans le deuxième tome je crois il y avait du Ian Churchill et un dessinateur portugais qui s'appelle Miguel Mendoza qui est vraiment très talentueux. Et bien sachez que ils sont de retour. Pas comment il s'appelle, pas Ian Churchill mais Miguel Mendoza conclut si vous voulez de belle façon le run puisque il a un dessin très propre, c'est un dessinateur qu'on devrait revoir, c'est un transfuge de chez Zenescope, c'est quelqu'un qui a fait ses classes chez Zenescope sur une série qui s'appelait La Petite Sirène. Regardez, c'est plutôt propre comme dessin, moi j'aime beaucoup en tout cas, c'est vraiment très chouette et il avait La Petite Sirène était scénarisée par justement Meredith Finch, donc on retrouve l'équipe qui avait fait ses classes chez Zenescope et La Petite Sirène chez Zenescope et on les retrouve donc sur Wonder Woman. Voilà, donc fin de cycle et fin de règne avant le relaunch, avant DC Rebirth bien entendu, où Greg Rucka, vous le savez, reprend du service sur Wonder Woman et va nous proposer des épisodes dessinés par Nicolas Scott et Liam Sharp. Voilà, dernier tome il faut sauter dessus. Alors, qu'est-ce de quoi on va parler? On va parler un peu de Panini quand même parce qu'on est pour la parité. Moi je me suis fait un petit plaisir parce que je me suis acheté le tome 1 de ce qu'on pourrait appeler All New, All Different Daredevil, mais c'est juste Daredevil, un nouveau tome 1 de Daredevil. C'est simplement la nouvelle série. Alors vous savez que Mark Waid a fait 2 séries sur Daredevil. La première dessinée par Marcos Martin, puis Chris Samney, la deuxième dessinée par Chris Samney tout seul, avec Kelkhead évidemment bien entendu parce qu'on peut pas tenir le rythme. Et Marvel a décidé donc de relancer complètement Daredevil à l'occasion du dernier relaunch en date, il y en a à peu près un tous les 6 mois de relaunch maintenant chez Marvel. Donc Daredevil est revenu à New York, avant il était à San Francisco, il a un nouveau sidekick qui s'appelle Blind Spot, non ce n'est pas Gambit, il a un costume noir, un petit peu comme dans la série, faut savoir que l'univers de Daredevil va de plus en plus ressembler aux séries Netflix qui ont un grand succès, donc il faut pas, voilà, faut juste se dire ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire, il n'est plus avocat, il est maintenant procureur, voilà, donc il a pris du galon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le scénario c'est Charles Soule, ce qui est très drôle parce que Charles Soule est à la base un avocat qui depuis a fait ses classes chez Marvel et qui depuis est un très bon scénariste qui travaille sur beaucoup de titres
différents. Il a travaillé sur les Inhumans, il a travaillé sur Inhumans versus X-Men, il a travaillé sur Death of X, et donc maintenant Daredevil. Et le dessin est l'œuvre de Ron Garney, ce dessinateur que j'aime beaucoup, qui a fait du Wolverine, qui a fait du Captain America, qui a fait plein de choses absolument géniales chez Marvel. Et son style, ils ont pris une espèce de bichromie en couleur assez étonnante. Ça donne un style, et je pense que justement ça va marquer son époque. Moi je prends un vrai plaisir à lire cette série. Je l'avais lu en VO et j'ai voulu me la reprendre en VF pour pouvoir tout simplement la voir dans ma collection et pouvoir la dévorer. Sachez que cette collection Marvel Now est vraiment étonnante chez Panini. Elle est comme vous voulez, c'est-à-dire que c'est propre, c'est chapitré, c'est bien édité, il y a un vrai effort, et puis regardez la reveal comme c'est chouette. Moi je trouve ça très graphique, ça nous rappelle un petit peu le Man Without Fear de Frank Miller et John Romita Jr., qui pour moi restera le meilleur récit de Daredevil. Une couverture variante de Team Cell par exemple. Voilà, je vous disais qu'il y avait les couvertures entre les chapitres, et ça c'est plutôt de bon augure et plutôt une bonne nouvelle. Voilà, Daredevil tome 1, c'est à lire. Si vous voulez débuter Daredevil, il faut bien commencer quelque part. Pourquoi pas avec celui-là? Je pense que c'est un bon starting point, parce que c'est le Daredevil new-yorkais, et que finalement c'est assez proche de la série Netflix, si vous l'avez découvert. Très bonne série Netflix au passage. Chez Glénat Comics, nous allons parler de 2 titres de Victor Santos. Nous allons commencer par le 2e numéro de Polar, ce comics à l'italienne, dans un style qui rappelle aussi vachement ce que peut faire Frank Miller, puisque nous sommes sur du noir, du blanc et du rouge, et que nous sommes sur du polar surtout. Et donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, et je trouve que le tome 2 est un petit peu dans la même veine, puisque graphiquement c'est à la fois étonnant et regardez un petit peu, voilà, ouais, c'est vraiment des choses étonnantes. Et voilà, moi je trouve que c'est plutôt chouette et plutôt réussi. C'est un auteur que je sais pas si ça marche, je peux pas vous dire si ça marche, je sais pas, j'ai aucune info sur les volumes de vente de chez Glénat. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Glénat a décidé de vraiment mettre le paquet sur Victor Santos, puisque non seulement il y a déjà plein de titres qui sont sortis, et bien entendu il y a celui-là qui est sorti, qui est un titre de Dark Horse, et il y en a un autre qui s'appelle Sukeban Turbo, et qui est ce qu'on appelle un original graphic novel. C'est-à-dire que ce n'est pas un comics paru aux États-Unis, c'est une création pour Glénat Comics. Alors on le retrouvera peut-être aux États-Unis, bien entendu. Donc voilà ce que peut donner le style de Victor Santos quand il dessine avec des couleurs, et qu'il a un coloriste qui le. D'ailleurs, j'ai même pas lu, j'ai pas vérifié qui faisait les couleurs. Mais voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Si vous voulez cette série, si vous aimez l'univers graphique de ce dessinateur, se résume, c'est un petit peu la rencontre entre Akira et la série TV Girls. Donc voilà, donc c'est un titre. Hop, regardez, il y a même des petites scènes sympas qui nous montrent. C'est quoi d'ailleurs? Pourquoi il y a ça? J'avais pas vu cette page de bonus. Vous voyez, sur cette page, recherche, ancrage et épaisseur. Voilà, regardez le travail du dessinateur qui s'est amusé à proposer plusieurs versions. Il y a un très bon cahier bonus à la fin. J'avais raté cette page, j'aime bien les work in progress, moi comme ça je suis très fan de ça. Voilà, un dessinateur à suivre, un dessinateur qui est plébiscité par Glénat Comics, et des séries à découvrir. Alors là, je vais vous parler d'un livre qui est un énorme coup de cœur, si vous voulez. C'est chez Hugin et Mumin, c'est sorti juste avant Noël. C'est Il était une fois, la belle histoire de Procydis. Alors je ne savais pas que ça s'appelait Procydis, vous voyez. Et si vous connaissez ce personnage qu'on appelle maintenant Hello Maestro, parce que c'est aussi une marque, sachez que Hugin, qui sait faire des bouquins comme ça, et vous le savez parce que vous avez peut-être vu ceux sur Star Wars, etc., revient sur l'ensemble de la genèse et de la création de toutes les séries Il était une fois. Et alors, Il était une fois l'espace, Il était une fois les hommes. Alors moi j'étais complètement fan de Il était une fois l'espace. Quand j'étais petit dans les années 80, ça passait, on avait droit à 4 minutes tous les soirs à 20h. Et 4 minutes le lundi, 4 minutes le mardi ou 3 minutes. C'était très court et c'était hyper frustrant. Un, fallait pas le rater, fallait pas arriver en retard. Et deux, au moment où ça commençait, on disait ça va s'arrêter, et on voulait pas que ça s'arrête. Et quand ça s'arrêtait, on était là, d'abord parce que c'était fini, parce que c'était trop bien, et parce qu'on voulait que ça continue, et ensuite parce qu'en plus il fallait aller se coucher. Donc c'était absolument génial, ils avaient su créer voilà. Alors il y a eu plein de
Il y a eu plein de séries, hein. Il y a eu Les Découvreurs notamment, ça j'étais moins fan, parce que j'étais, je pense, plus grand, mais moi j'ai adoré Il était une fois la vie. Il était une fois la vie, on se promenait avec les globules blancs et les globules rouges dans le corps humain, et on apprenait tout ça, et ils avaient mis en image tout l'univers de, voilà, comment ça se passe dans le foie, dans les veines, dans le cœur et tout ça. C'était brillantissime, et ma passion c'était Il était une fois l'espace. Je pense que ce qui a forgé mon amour pour la science-fiction, c'est il y a deux choses. D'ailleurs, je suis très très exigeant en science-fiction parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses pas bien. Je pense qu'il était une fois l'espace et bon, bien entendu, les dessins animés japonais ou français, enfin tout ça. Tout ce qui est, évidemment, on pourrait parler de Cobra, on pourrait parler d'Albator, bien sûr, mais Ulysse 31 en France. Si vous voulez, moi je pense que Il était une fois l'espace et Star Wars sont les deux pierres angulaires, si vous voulez, de mon amour pour la science-fiction et ma fascination pour ça. C'était absolument génial, c'était parfait parce que les dessins étaient cool, parce que les vaisseaux étaient chouettes, parce que les personnages étaient fous, parce que l'univers était infini. Et d'ailleurs, c'était la chanson Infini. La chanson était géniale, tout était absolument génial, c'était du brillantissime, c'était riche, c'était génial, et voilà, donc beaucoup de nostalgie autour de ce bouquin, disponible évidemment chez tous les libraires et sur originalcomics.fr. Il était une fois la belle histoire de Procidis, revient sur toutes ces années, toutes ces générations d'histoires, c'est vraiment du très grand art, voilà, je suis un très très grand fan de ça. Voilà, également je peux vous parler de chez Huguin, j'en ai fait l'objet d'une petite émission. Ils ont fait un bouquin absolument génial sur Retour vers le futur qui revient sur la genèse des 3 films, sur toutes les anecdotes de tournage, sur le fait que... et puis il y a plein, c'est un vault, c'est-à-dire qu'il y a plein de cadeaux. Par exemple, il y a l'enveloppe de Doc à ne pas ouvrir avant 1985 que Marty lui donne à la fin du premier film. Il y a la photo où Marty et ses frères et sœurs disparaissent au fur et à mesure du premier épisode, etc. Il y a plein d'anecdotes de tournage, plein de photos. C'est d'une richesse complètement folle, c'est un magnifique bouquin. Il y a le poster des Dents de la Mer numéro 19, c'est vraiment un superbe livre et je vous invite plus que tout à sauter dessus parce que c'est une merveille absolue, à lire en complément bien entendu du comics Retour vers le futur, disponible aux éditions Flammarival en exclusivité web sur originalcomics.fr. Vous pouvez vous prendre les deux. Huguin fait des très très beaux livres et je pense que c'est très important d'en parler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres choses. C'était là où, combien, je sais plus ce que j'ai dit en début d'émission. J'ai tellement parlé depuis. Salut!